quand on a découvert ce nom, nous avons nous surpris en premier. Donc, il faut interroger la surprise. Pourquoi nous-mêmes nous étions surpris? Donc, ça veut dire que quelque part, un discours que l'on répète, même s'il n'est pas fondé empiriquement, à force, quand même, il laisse quelque chose de l'ordre de l'évidence, de la prénotion. Et on a fait une cartographie, on a montré qu'il y a des pays qui ont entre 30 et 50 musées. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie. Bien évidemment, il y a des pays qui ont réservé cette musée. Et la qualité des musées n'est pas la même. Bien évidemment, il y a de l'hétérogénéité. Les musées au Nigeria n'ont rien à envier. Rien, mais vraiment rien, de tous les points de vue. On ne compare pas un musée au Nigeria, au Tchad et au musée au Nigeria, c'est sûr. Il y a des pays où les musées ont des problèmes, c'est la vérité. Mais quand tu regardes ces pays-là et que tu compares sur l'ensemble des musées du continent, c'est la portion congrue. Sauf que cette portion congrue, elle a une puissance dans l'imaginaire grande. Quand un musée au Zaïre, ou bien il y a eu des retours d'objets que la Belgique a rendus et que les gens ont volé les objets, et qu'on a quelques exemples comme ça, on les montre en épingle, et ça devient la vérité de l'Afrique. Pourtant, les musées disparaissent, des objets disparaissent au Louvre, les objets disparaissent dans les musées parisiens, les plus beaux musées. J'étais à Nantes l'année dernière, le cœur d'âme de Bretagne avait disparu du musée d'Aubray. Oui, c'était le cœur d'âme de Bretagne, qui est un objet fortement symbolique pour eux, avait disparu. On vole des objets dans les musées européens. Et personne ne vient remettre en cause la capacité de ces musées à garder les objets. Des bijoux de L.H. Martin qui ont été confiés au Quai Branly ont été volés. Et ils ont mis Interpol dessus. Et je n'ai pas le temps, mais je voulais mon musée à nommer le nombre de vols dans le musée, à les comparer pour voir est-ce que c'est un argument qu'ils supposent eux-mêmes pour déricher la qualité de leurs infrastructures. Et ça, c'est très révélateur. Ça relève toujours de l'imaginaire du déficit. En Afrique, c'est problématique, tu vois. Donc, il suffit d'avoir un exemple, et tout le reste qui fonctionne ne comptera pas dans la balance de l'imaginaire. Et cet exemple-là va être une vérité que nous-mêmes, les Africains, nous le prenons. Énormément d'Africains m'ont dit, ces objets-là, nous, on ne peut pas les garder, il faut quand même qu'ils les gardent eux. Énormément d'Africains eux-mêmes, en n'ayant aucune connaissance sur l'état des musées en Afrique, ne se fondant pas sur un travail sérieux, mais ont intégré le fait que nous sommes incapables de. Donc, on a essayé de répondre d'abord à cette première série d'arguments. Il y a des musées, ils sont hétérogènes, on est honnête, ils n'ont pas tous la même qualité, mais nous avons proposé une restitution en plusieurs étapes, court terme, moyen terme, long terme. Pour le court terme, nous avons proposé des objets à forte valeur symbolique, dont on sait que les conditions d'accueil existent déjà, les musées, des objets qui sont réclamés, qui n'ont pas des pays. Et pour ces objets-là, les infrastructures existent. Ça, on est sûr. Le moyen terme, c'est pour que le temps, pour que les pays qui souhaitent reprendre leurs objets se préparent. Se dotent en infrastructure, se dotent en compétences, au cas où ils ne les auraient pas. Parce qu'on ne parle pas du postulat qui ne les ont pas. Il y a une hétérogénéité de cas. Et d'ailleurs, on a fait du terrain, on a été au Mali, au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, on a été voir sur place les conditions. Donc, et là, on les renvoie à l'histoire de France. Quand Napoléon a voulu rendre les objets en 1815, l'année 1815 est intéressante, avant 1815, à l'Allemagne, les anti-restitutions disaient à l'Allemagne, mais vous n'avez pas de musée, pourquoi on va vous rendre? Et l'Allemagne a dit, mais pourquoi vous voulez qu'on ait des musées si vous avez pris tous les objets? Pourquoi vous voulez qu'on investisse? Quand les objets ne sont pas, on n'investit pas, mais rendez-nous. Et l'Allemagne a mis 15 ans à construire un musée à Dresde pour accueillir les objets. En attendant, ils ont eu des musées temporaires. Donc cet argument-là a déjà été évoqué. Sur le même registre, la France napoléonienne pille des objets au Vatican. Le Vatican dit ces objets, parce que vous les avez emmenés dans des musées et qu'ils étaient dans des églises, ils ne reviendront pas dans les églises. Vous les avez profanés. C'était des objets du culte, c'était des objets sacrés. Toute la question du sacré, du profane, elle va revenir. Est-ce que nos masques sont des objets, sont des œuvres d'art, des fétiches ou pas? Et le Vatican construit le musée du Vatican, qui est aujourd'hui au Saint-Siège, là où il y a les fresques de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, etc., pour accueillir ces objets qu'il n'a pas voulu qu'ils reviennent dans les églises. Dernier exemple, la Grèce et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne prend les frises du Parthénon et la Grèce réclame que les frises reviennent. La Grande-Bretagne dit que vous n'avez pas de musée digne de ce nom. La Grèce construit à Athènes un immense musée et la Grande-Bretagne dit finalement je ne vous rends pas. Donc, voilà. Donc ça c'est le premier aspect sur le musée. Mais la vraie question, ce n'est pas celle-là. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on a un musée. La vraie question, c'est de savoir est-ce que ces objets doivent aller dans des musées, obligatoirement. Ces objets n'ont pas été pris dans des musées. Ces objets ont été pris, il y avait des objets du quotidien, des masques de pêcheurs, etc. Il y avait des objets du culte, qui étaient pris dans des du culte. Il y avait des objets relevant de l'artisanat. Il y avait une pluralité d'objets. Et ces objets avaient des fonctions diverses dans les sociétés africaines.
Certains avaient des fonctions rituelles, culturelles, intégratives, sociétales. Et ces sociétés avaient une pluralité d'écologie pour garder ces objets. Et selon les fonctions de ces objets. On ne dit pas qu'il faut réhabiliter un monde qui a disparu. Mais ce monde a à la fois disparu et à la fois n'a pas disparu. Et quand on a été au Cameroun, on a été surpris, on a été dans l'ouest du Cameroun, on s'est rendu compte que les communautés, les chefs loyaux avaient des musées traditionnels dans lesquels ils gardaient leurs objets avec des modes de conservation qui étaient les leurs. Ils avaient ce qu'ils appellent des cases patrimoniales, avec des cases dans lesquelles vous entrez, on vous dit ça, c'est une case pour initier, vous ne pouvez pas voir les objets qui sont dedans. Par contre, les objets qui sont dans tel endroit, vous pouvez les voir, avec des modes de transmission de l'information qui étaient ancrés sur le rapport au patrimoine. Et on a vu que c'était vivant. Et chaque année, ils avaient des cérémonies, etc., etc. Et ces mêmes communautés construisent des musées ultra modernes qui financent à hauteur de milliards de francs CFA. Vous allez dans des pièces, vous avez des appareils pour mesurer l'hydrométrie. Au sud-terrain de Njoya, il y a un grand musée en forme d'araignée qui est ultra moderne, à côté d'un espace qui est beaucoup plus sécurisé. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, ces gens-là ont des lieux du patrimoine. Et ils ont des lieux vivants. En même temps, vous allez à Yaoundé, il y a un musée national, normal, avec un premier étage, musée ethnographique, les peuples de la mer, les peuples de la terre, le peuple mort, etc. Et un premier étage, un musée de propagande à la gloire de Biya. Vous allez au Mali, il y a le grand musée national à Bamako, qui est dirigé par le Salia Mané, qui est un super musée, avec 1000 mètres carrés pour des réserves. Et vous vous rendez compte qu'en fait, la question du musée, elle cache la question du faux universalisme. C'est de dire, est-ce que vous êtes capable, vous, de répliquer le dispositif que nous avons mis pour le patrimoine? Et ce dispositif, nous l'avons mis tardivement dans nos sociétés. Nous l'avons mis à la fin du 19e siècle, et sur des objets qui ne nous appartenaient pas, sur les objets que vous avez créés, mais on vous demande, est-ce que vous êtes capable de répliquer notre dispositif? Et c'est ça la vraie colonialité. On fait un Louvre à Abu Dhabi, on veut faire un Quai Branly à Dakar, etc., etc., etc. Et on ne fait pas droit à la pluralité des rapports au patrimoine. Comment vous pouvez demander à des peuples qui ont créé le patrimoine, qui ont déjà des lieux, des fonctions, des manières de les conserver, de demander de répliquer votre dispositif? Et quand nous tous on tombe dans le piège, nous avons des musées, nous sommes en train de leur dire que nous savons faire comme vous. Et nous vous prouvons que nous sommes capables de faire comme vous. C'est ça le piège de la question. Et puisqu'on n'a pas le temps, donc on répond d'abord division, on a des musées. Donc la question du musée, c'est pas ça la question. On pourrait en avoir, si on veut. C'est pas ça la question. D'ailleurs, on a le musée des civilisations noires, qui est tombé à point nommé. Grand musée, 18 000 m², etc., etc. Je sais, voilà. 18 000 objets, 14 000 m², donc on pourrait le faire. C'est pas hyper compliqué, voilà. On pourrait le faire pour l'absolu. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que nous ne devons pas réinventer les lieux du patrimoine? D'ailleurs, ce musée-là, il est arrivé à épuisement sémantique, c'est-à-dire qu'il est contesté dans ses missions. Au départ, il avait la mission de conserver, de garder, de montrer et d'éduquer. Et à un moment de temps, on dit attention, on n'est pas sûr qu'il remplisse ces fonctions-là. Si vous venez voir une toile au Louvre et que vous n'avez pas les codes pour lire la toile, vous n'accédez pas. Il faut apprendre à voir. Apprendre à voir, ça, on ne s'est pas donné. Il faut un enseignement artistique. Tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens qui ont un capital symbolique et culturel qui leur permet de décrypter. Il y a d'autres qui ne vont pas au musée. Et ces gens-là sont exclus. Et le musée peut être le lieu d'une consécration d'une élite qui se consacre elle-même et qui se reconnaît. Et donc, sa visée populaire, éducative, etc., etc., elle est interrogée. Il y a des travaux de Bourdieu sur les musées qui sont très intéressants à lire. Donc, voilà, donc le musée lui-même, et puis le musée désécologise l'objet. L'objet est dans une écologie, dans un environnement, il le sort de son environnement, il lui fait changer de fonction. Et c'est pour ça que même cette histoire de... nous ne savons pas conserver les œuvres d'art, mais ce n'était pas des œuvres d'art. Elles sont devenues œuvres d'art par transformation sémantique. C'était des objets du culte. Ensuite, c'est devenu des objets ethnographiques lors de l'apogée de la science anthropologique et de l'ethnologie coloniale. Et l'objet est censé dire la communauté, apprendre renseigner sur la communauté. Et ces objets-là, lorsqu'ils sont passés du musée de l'homme au Trocadéro, au Quai Branly, on les a transformés en œuvres d'art, en les éclairant d'une certaine manière, en gommant les aspérités, en lissant, dans le cartel, en enlevant toutes les informations qui les ancraient dans les pratiques, en rendant des cartels intelligents et en donnant l'illusion qu'en fait les objets devaient être contemplés pour eux-mêmes et qui n'avaient pas de signification en dehors de leurs qualités esthétiques. Mais tout ça, c'est un processus de sémantisation.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revenir sur ce processus de sémantisation en disant que ces objets ont plusieurs couches de signification. Et que ce qui les rend aujourd'hui riches, c'est qu'ils sont des diasporas, ils sont devenus hybrides. Et que faisons-nous de la pluralité des couches et de ne pas juste retenir que la dernière occurrence? Donc ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'il y a un travail de colonialité profonde dedans. C'est que dans la manière dont les questions sont posées, et quand on se hâte à répondre au terme de la question, on peut souvent tomber dans des pièges. Ces questions-là, elles sont fausses, mais il faut y répondre quand même d'abord, pour ensuite dire qu'elles sont fausses, qu'elles sont problématiques. Lorsque vous êtes sur un plateau télé, vous n'avez pas le temps de faire ce que je fais là. Vous n'avez pas le temps de rentrer dans le détail. On dit oui, mais en Afrique, il n'y a pas de musée. Oui, il y en a 500. Bam. Voilà. Là, vous répondez à la question, mais vous savez vraiment que ce n'est pas la question. Et que ce n'est pas ça. On vous dit, oui, mais ils ne savent pas conserver. Vous dites, bah, comment ils ont fait pour les avoir gardés pendant 2 siècles dans nos écologies s'ils ne savaient pas conserver? Mais ce n'est pas la question, en fait. La question, c'est toujours le discours de l'incapacité. Vous n'êtes pas capable de, y compris sur vos propres créations. Vous êtes des dangers pour vos créations. D'ailleurs, vous ne connaissez pas la valeur. C'est nous qui savions que c'était des œuvres d'art. On parlait même beaucoup plus loin sur les objets. Les sociétés africaines de l'époque estimaient qu'il y avait le visible, il y avait l'invisible, il y avait l'énergétique, il y avait plusieurs sortes de réalités. Et que certains objets étaient là pour témoigner dans l'espace du visible des énergies de l'invisible. Et qu'on les mettait dans des lieux à puissance tellurique. On les met devant le cimetière, on les met devant le lieu du culte, on les met au marché, pour garder un équilibre énergétique de la communauté. Et que cet objet-là, il est là pour témoigner d'une présence de l'invisible. Ce n'est pas une œuvre d'art, ce n'est pas un objet, c'est un sujet. Il est agissant, parce qu'il y a des rituels qui le chargent d'une personnalité et d'une force agissante. C'est toute une autre cosmologie, l'objet. Donc cet objet-là, effectivement, dans son voyage, a été devenu objet qui a été capté, il a été neutralisé, il a été dévitalisé, il a été ethnographié, et on l'a transformé en œuvre d'art. Et à la fin, on vient nous dire que vous êtes incapable de. Et ce qui est problématique dans cette question, c'est que lorsque vous faites l'historiographie, vous vous rendez compte qu'on est passé d'une conception du patrimoine extrêmement riche à une conception extrêmement pauvre quand l'objet arrive dans le musée. Et que quand l'objet revient, ceux qui ont produit la conception, qui ont appauvri la richesse de la conception de l'objet, veulent vous enjoindre de répéter leur appauvrissement. Et c'est ça qui est intéressant pour le retour, c'est que le retour, ce n'est pas juste que les objets reviennent, c'est qu'on repense leur sémantisation, qui est une libération, une circulation du sens. Ces objets n'ont pas le seul sens que vous leur avez donné. Avant que vous leur octroyiez un sens, ils étaient déjà pleins de significations. Et ces significations, elles sont intéressantes à re-questionner. Est-on capable de les revitaliser? Est-ce qu'elles peuvent reféconder des relations? Et c'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Mais à condition que nous sortions du réflexe de la preuve, de la capacité selon une vision eurocentrique et selon un universel abstrait. Et quand il s'appuie quoi? Il faut dire, ouais, mais ils sont universels, donc qu'ils soient ici, c'est devenu des œuvres d'art, la Joconde appartient à l'humanité, donc ça peut être. Mais c'est universel quand c'est à Paris et à Londres. Mais ce n'est pas universel quand c'est au Bénin et au Mali et à Dakar. Mais oui, d'accord, mais pourquoi ça ne serait pas universel à partir de Dahomey? Et donc, c'est ça les questions qui sont sous-jacentes. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on dépasse un jour le débat quantitatif, les connexions, le débat un peu condescendant sur l'incapacité des Africains, et qu'on pose la vraie question de quels sont les nouveaux sens, les sémiophores que ces objets peuvent avoir. Et ce qui est intéressant fondamentalement, c'est de dire, bon, ces objets, quand même, nous devons reconnaître, nous, Africains, même si nous les avons créés et produits, ils ont pèleriné, ils se sont transformés, et ils incorporent désormais une pluralité d'histoire. Ils n'incorporent plus que notre histoire à nous. Ils incorporent aussi l'histoire des lieux qu'ils ont accueillis, y compris s'ils les ont prélevés par la violence. Et ces objets devenus des diasporas peuvent être les médiateurs d'une nouvelle relation. On peut considérer que c'est des objets relationnels, que c'est des objets qui sont devenus des objets créolisés. Et que nous sommes tous les endroits de cette nouvelle créolisation si nous réglons la question de manière intelligente. Ces objets peuvent jouer justement des rôles, et le rôle de reconfigurer, de recréer la relation, de la réinventer sous la base de nouvelles modalités. Mais à condition que nous acceptions, voilà, donc, comment ces objets sont arrivés là. Ces objets n'ont pas pris l'avion en première classe. Non, ça c'est important. Donc la question du geste est absolument importante. Mais au-delà du geste, il ne s'agit pas de pointer du doigt, vous les avez pieds. Il s'agit en faisant leur biographie, en faisant leur histoire, de voir quelle nouvelle histoire on peut écrire au présent avec. Mais à condition qu'un minimum de consensus éthique ait lieu sur le fait que c'est problématique, que l'essentiel des objets du patrimoine physique du continent se trouve en dehors du continent. Et que
Le patrimoine a une fonction pour la construction de soi, pour la mémoire, pour l'histoire. Les avant-gardes européennes ont été électrisées par ces objets, les Picasso, les cubistes, etc., etc. Pourquoi pas nos artistes, nos designers, pourquoi ne sont-ils pas en face de ces objets et pourquoi ne bénéficient-ils pas de la puissance de germination que ces objets ont? Le fait d'être en face de formes anciennes chez les créateurs leur permet de créer de nouvelles formes. Ce sont les fonctions. Elles ont des fonctions d'histoire, elles nous renseignent sur des traces qui manquent. Un continent dont certains ont dit qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire, justement. Les témoins de sa production historique sont là. Si on a envie de renseigner les jeunes sur leur histoire, vous allez à Gomé, vous trouvez un tabouret rikiki dans le palais, alors que les immenses tabourets, fins, sculptés, se trouvent au Quai Branly. Les belles œuvres de création du palais d'Agomé se trouvent au Quai Branly. Vous êtes un jeune béninois, vous les voyez peut-être en photo, on va dire, mais non, mais et vous n'aurez pas de visa pour aller les voir, c'est ça la vérité, au Quai Branly, et vous n'avez pas accès à cette une partie importante de votre histoire. Et pourtant, en 2005, ils ont écrit une convention à Faro en disant que les jeunesses européennes ont un droit au patrimoine. Pourquoi les jeunesses européennes ont un droit au patrimoine et pas les jeunesses africaines? Donc c'est ça les questions fondamentales en fait. C'est pas est-ce que vous avez des musées ou pas. On peut les mettre à la devanture des marchés. On peut prendre un grand masque et le mettre devant le marché pour que tous les gens qui entrent dans le marché le voient. Et qu'il n'y ait pas la nécessité d'aller dans un musée. On peut mettre des objets dans des centres d'art pour la formation artistique. On peut les mettre dans les écoles. On peut bien sûr les mettre dans les musées. On peut les mettre dans les musées universitaires. Il y a des universitaires qui ont envie de décoder des savoirs qu'encodent des objets. Les filets de pêche, selon certains conservateurs du Sénégal, encodent des fractales, des algorithmes, des modes de dénombrement qui ne sont pas encore déchiffrés. Suleiman Bachir Diagne, dans l'art africain comme philosophie, explique que la stature africaine est un discours philosophique. Un discours analogique, ce n'est pas pour figurer le réel ou pour représenter le réel. Il y a des choses à explorer là-bas. Donc il y a cette pluralité de fonctions qui, si les objets reviennent et qu'on les resémantise et qu'on a un rapport intelligent avec, il y a énormément de choses intéressantes à faire autour de ces objets. Et c'est ça la vraie question. Donc, Buchner, les frontières. Donc, les frontières, ça aussi c'est un argument qu'on nous oppose, mais qui ne tient pas en fait. Quand un objet a été pris à Gomé, on sait qu'aujourd'hui, le Ghana recouvre l'espace de l'ancien Gomé. Quand un objet a été pris à Benin City, on sait qu'aujourd'hui Benin City se trouve au Nigeria actuel. Quand un objet a été pris à Kidira, on sait où se trouve Kidira. Quand un objet a été pris à Ségou, on sait qu'aujourd'hui Ségou se trouve dans l'état du Mali actuel. On rend à l'État, et l'État s'arrange avec les communautés dans une dialectique de négociation sur est-ce que c'est au budget national, ou est-ce que c'est dans la communauté, ou est-ce qu'il y a des allers-retours. C'est ce qui se passe au Mali. Au Mali, les objets sont au musée national, ils appartiennent au pays d'Oron et au pays Sénoufou. Quand il y a des fêtes rituelles, les communautés viennent prendre l'objet au musée, font un rituel pour le revitaliser, l'emmènent, font le rituel, refont un rituel pour le redévitaliser, ils enlèvent la charge spirituelle et ils ramènent au musée l'objet et le musée le garde. Donc il y a plein d'occurrences comme ça. Le cas du Sénégal est intéressant. La famille omarienne, le centre spirituel se trouve ici, à la Médina à Dakar, le Cheikh, et la famille se trouve entre le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal. Et les objets de Hadj Omar Tall ont été pris à Ségou par Achinar. Donc le sable qui est là au musée qui est revenu, les reliques, les sandales, les manuscrits qui sont à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est la famille omarienne qui réclame les objets, elle les garde parce que et chaque année elle organise une ziara et tous les membres de la communauté viennent observer les objets dans le lieu où le centre spirituel est. Donc il y a une pluralité et même c'est intéressant, les communautés transfrontalières peuvent faire circuler les objets dans les géographies transfrontalières qui abolissent les catégories de Berlin. Et ça c'est intéressant de dire, un objet peut être aussi le trait d'union et de la reconfiguration d'une ancienne géographie et de circuler. Mais ça c'est les arguments qui diffusent pour dire oui, mais on ne sait pas trop. On a même entendu l'argument de oui, mais ça va soulever des guerres. L'institution que nous avons préconisée, c'est une institution définitive. Vous savez que nous, quand on a eu la lettre de mission, la lettre de mission disait modalité de restitution temporaire ou définitive. Quand on a écrit le rapport, on a une section qui s'appelle lever les ambiguïtés. On a dit que la lettre de mission elle est ambiguë.
que pour nous, restitution temporaire, c'est un oxymore. Restitution ne peut pas être temporaire. Et que la seule acception de restitution temporaire, c'est on fait un prêt à long terme en attendant que la loi change. Mais dans le prêt à long terme, l'idée c'est qu'on vous rend. Mais aujourd'hui, le dispositif juridique ne permet pas de le faire. On fait un prêt à long terme avec reconduction tacite du terme, ça existe déjà. C'est ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande. Ils ont fait des dépôts à long terme, mais tout le monde savait que les objets ne reviendraient pas. Et quand le terme arrive, on vient faire ce qu'ils appellent un récollement, on vérifie que l'objet est là, et on reconduit le terme. Mais ça, c'est des formes de restitution, parce que la loi ne changeait pas. Ça, on peut le comprendre. Mais, une fois qu'on a établi la critériologie, dans celle que j'ai évoquée tout à l'heure, ce que nous préconisons, c'est une restitution définitive. Maintenant, la circulation des objets existe. Les musées ont toujours fait des expositions itinérantes, ont toujours prêté des objets. Les objets ont circulé dans plusieurs géographies. Et pour ça, on a dit qu'on n'avait pas besoin d'une mission comme la nôtre pour travailler sur la circulation. Elle existe déjà. La mission qui est la nôtre, c'est de réfléchir au concept de restitution, à ses implications philosophiques, sociologiques, politiques, historiques, culturelles, relationnelles. Et c'est ça notre travail. Donc, du coup, pour nous, la restitution, elle n'a de sens que si elle est définitive. La restitution temporaire, c'est un oxymore. Alors, ça, c'est une grande question que l'on nous pose. Comment est-ce qu'on articule une plus-value intellectuelle avec sa mise en œuvre pratique par des politiques? Et généralement, on peut avoir le sentiment que même si les académiques font des travaux, ces travaux restent dans des thèses, dans les universités, les gens prennent en charge beaucoup de questions et de problématiques, qui réfléchissent, mais le politique ne s'en saisit pas comme outil d'aide à la décision et fonde son travail sur un imaginaire théorique des fois totalement éculé. Le développementisme est éculé, il faut l'abandonner, totalement. Mais c'est encore la catégorie centrale à travers laquelle on pense. Alors, l'Union africaine, moi je suis très critique. J'ai trouvé très bien qu'ils aient un agenda 2063, qu'ils aient une vision prospective. Et ça, c'est important d'avoir une vision. Mais c'est une vision qui a repris exactement les catégories de l'économie néoclassique, sans les interroger, sans les critiquer, sans voir en quoi elles pouvaient nous être bénéfiques ou en quoi elles ne nous étaient pas bénéfiques. Et c'est comme si tu reprends un cadre conceptuel qui t'opprime, dans lequel aujourd'hui, tu es le grand perdant. Et tu te dis que c'est ce cadre-là qui va te permettre de t'en sortir. Ce n'est pas exact. Ce cadre-là doit être critiqué. Et donc, du coup, ils se sont arrêtés au milieu du quai. Ils ont entrepris un geste prospectif, mais ils n'ont pas été au bout du chemin. Ça veut dire qu'ils ont, là aussi, manqué de créativité, manqué d'imagination théorique. Et c'est toujours le syndrome du copier-coller. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de dire est-ce que ce cadre-là, il est valable, est-ce qu'il fonctionne? Que me dit mon réel? Comment je parle du réel? Et je théorise ensuite. C'est une grosse fainéantise intellectuelle. Et il y a toujours cette idée que les autres l'ont fait et ça marche. Pourquoi se fatiguer? Tu vois, on va le plan. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et c'est ça le problème. C'est que, en même temps, il ne faut pas totalement leur jeter la pierre. Il faut dire oui, c'est bien d'avoir une vision globale. Mais cette vision-là, mieux l'ancrer, mieux l'aider. Et les accords, les ACP, c'est très intéressant. On doit les renégocier. La plupart des économistes du continent qui ont fait de l'évaluation d'impact, qui ont regardé les évaluations en termes de bien-être, pas juste en termes de points de croissance, ont montré qu'ils ne nous étaient pas bénéfiques et que nous devions les renégocier sous d'autres termes. Mais surtout que nous avons des présidents qui se font les avocats de ces accords-là et qui vont demander aux autres de les signer. Ils sont pris dans les rapports de force, dans des jeux de pouvoir, dans des jeux de négociation, où même des fois ils ont beau être éclairés sur des questions, il y a d'autres enjeux qui font qu'ils ne vont pas prendre la solution la plus efficiente pour eux. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui les pousse à signer un accord qui n'est pas efficient pour eux? Peut-être qu'ils ont fait une demande de soutien en termes de sécurité, en termes de... une voie qui nous sera bénéfique dans l'avenir. Aujourd'hui, la question que j'aimerais vous poser est de savoir, qu'avez-vous à nous conseiller, nous, jeunesse africaine, qui aimerions apporter quelque chose à ce continent-là qui nous a tout donné, ce continent qui nous a vu grandir, ce continent qui nous a inculqué tous les valeurs que nous avons aujourd'hui. Qu'avez-vous à nous donner, qu'avez-vous à nous conseiller, nous, jeunesse africaine, qui aimerions nous engager, qui aimerions apporter quelque chose de nouveau à ce continent-là? Ça est la première question. L'autre question est qu'en lisant le livre, je me suis rendu compte que vous avez beaucoup insisté sur cette nouvelle éthique relationnelle entre l'Afrique et l'Occident. Donc la question que j'aimerais poser aussi est de savoir si ces œuvres-là seront rendues
qu'est-ce que cela pourrait apporter de positif? Qu'est-ce que cela pourrait apporter? Parce que je saurais que si je lui dis, on dénonce les accords avec le FMI et la Banque mondiale et encore une fois singulière, il va dire oui, on y va. Si le gars qui est en place, je ne suis pas sûr qu'il a une liberté par rapport à cet ordre, à cette hétérogénéité structurelle, ben je dirais non, parce que je sais qu'au bout de 6 mois, je ne vais pas me retrouver, on va me virer, ou je vais partir de moi-même. Et quand je vais sortir, ils vont dire, ah, il n'est pas crédible, vous voyez, il est entré, lui aussi. Et le travail que je faisais dans l'autre espace, il va perdre de sa force. Donc, je pense que j'ai répondu honnêtement. D'accord. Voilà. Et ben, honnêtement, j'adore ce que vous écrivez. Ah oui, là, il en faut pas. Oui, tout de suite. Il faut commencer notre liste. Notre liste pour demander notre. Ah oui, pour le Sénégal, oui. Oui, moi je viendrai voir. J'ai dit à Modibo que j'allais lui envoyer le. J'ai fait un Dropbox et j'ai fait l'inventaire. Les musées, parfois, ça peut être des endroits un peu élitistes. Et je pense que c'est assez important de bien clarifier les choses sur le temps. Parce que bon, sincèrement, je pense que... J'ai écrit un mémoire sur tolérance et reconnaissance dans un monde de la diversité. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de diversité maintenant. Comment articuler ces choses-là et comment décoloniser les identités? En fait, cela a été la préoccupation de mon mémoire. Et je compte le suivre en thèse en posant la question quelle perspective pour l'Afrique, voilà, pour l'intégrer, pour une intégration participative dans un monde de la diversité. C'est-à-dire que je ne sais pas l'Afrique. J'ai écrit un petit texte qui pourrait t'intéresser qui s'appelle Habiter le monde, où je pose ces questions-là en fait. Comment on fait monde ensemble et comment on construit un imaginaire pluriel et comment on élargit le sentiment d'appartenance.